Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, le discours du 9 mai de Vladimir Poutine. Pour lui, la Russie ne fait que se défendre face à une menace inacceptable. Et il fera tout, dit-il, pour éviter l'horreur d'une nouvelle guerre globale. Une marque de soutien de plus pour la population ukrainienne. Le groupe U2 a joué hier dans le métro de Kiev. Du soleil au menu du jour, il est apprécié par certains, craint par d'autres, car il assèche les sols, pose sur l'eau et dans les champs avec Nina Zanata et Sofia Kotzebue. Du violoncelle au menu du prestigieux concours Reine-Elisabeth et du public, fini les restrictions sanitaires. Les mélomanes apprécieront. Une seule candidate belge au programme, elle joue ce soir et on fera le point sur les derniers préparatifs de ce concours avec Sarah Hendricks. Voyager dans un avion électrique et sans pilote, ce sera peut-être bientôt possible. Gros plan sur les tests d'une société belge aux États-Unis. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes le 9 mai, une date importante pour la Russie car c'est le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et cette année, tout le monde attendait le discours de Vladimir Poutine. Il a évoqué les combats en Ukraine, il a remercié les soldats russes qui se battent pour l'avenir de la patrie et d'ajouter qu'il fallait tout faire pour éviter, je cite, que l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète. Place aux images du jour, elles sont montées et commentées par Dieudonné Pipers et Éric Destiné. 9h du matin, les cloches de la place rouge résonnent pour marquer le début officiel des commémorations. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, très proche de Vladimir Poutine, salue ensuite la foule. C'est lui qui s'adresse au président avant la prise de parole du chef de l'État. Camarades commandants en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie, les troupes de la garnison de Moscou sont prêtes pour le défilé. 9h15, place au discours de Vladimir Poutine. Directement, il évoque l'intervention russe en Ukraine et tente encore de la justifier. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. L'offensive en Ukraine aurait été selon lui une riposte préventive face à ce qu'il appelle une menace. Une menace absolument inacceptable pour notre sécurité a été systématiquement créée et en plus directement à nos frontières. Le président russe profite de cette commémoration pour évoquer évidemment l'Allemagne nazie, mais en faisant référence à l'Ukraine, comme souvent dans ses discours depuis le début de la guerre. Tout laissait penser qu'un affrontement avec les néo-nazis, les nationalistes sur lesquels misaient les États-Unis et leurs petits amis serait inévitable. Vladimir Poutine assure vouloir éviter une guerre mondiale, mais il n'a cessé de tenter de justifier les actions militaires russes en Ukraine. Un discours bref et sans annonce particulière. L'équipement militaire présenté était aussi sans surprise. La parade aérienne a même été annulée officiellement à cause des conditions météo. Fin de matinée, la cérémonie s'est clôturée par le traditionnel dépôt de gerbes pour honorer les soldats soviétiques tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui est aussi médiatique et à ce jeu-là, le président ukrainien vient de frapper fort. Il a publié une vidéo filmée dans les ruines de Borodianka. Il a utilisé le noir et blanc pour plus de dimensions dramatiques, pour permettre aussi un retour en arrière de plus de 75 ans. Le diable est de retour. Voilà en gros son message, un extrait tout de suite. Впізнали. 2 роки окупації нацисти вбили в ньому 10 тисяч мирних людей. За 2 місяці окупації РФ вбила 20 тисяч. Через десятиліття після Другої світової темрява повернулась в Україну, і вона знову стала чорно-білою. Знову зло повернулось, знову. В іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою. В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Il a le sens du récit. Président Zelensky qui avait aussi proposé au groupe U2 de venir jouer à Kiev. Invitation qui a été acceptée. Bono et The ont chanté hier dans le métro de la capitale. Une marque de solidarité avec le peuple ukrainien. Pascal Bustamante avec Nathan Gerlache. C'est un lieu insolite, une station de métro que Bono du groupe U2 a choisi pour son concert de solidarité à Kiev.
Un concert donné à l'invitation du président Zelensky, mais aussi une occasion pour le groupe de rencontrer les Ukrainiens de la capitale. Shots will ring out in the Ukraine sky, but you will be free at last. They can take some lives, they cannot take your pride. L'occasion aussi pour les membres du groupe de donner la parole à d'autres artistes ukrainiens engagés pour défendre leur pays en uniforme. Joe Biden, Boris Johnson, Recep Erdogan, Olaf Scholz, Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen. Yeah. I'm asking you to help our president and our diplomacy to extract Ukrainian soldiers from the Mariupol as Azovstal. Bono a aussi adressé un message à tous les Ukrainiens en cette date de commémoration de la victoire de 1945. Your president leads the world in the cause of freedom right now. Ваш президент веде вашу країну зараз шляхом свободи. The people of Ukraine are not just fighting for your own freedom, you are fighting for all of us who love freedom. Après presque une heure de ce concert surprise dans une station de métro de Kiev, U2 a quitté son public par un duo avec le groupe ukrainien au travers d'un standard revisité pour l'occasion. Et puis autre visite à épingler, celle du Premier ministre canadien et de la Première Dame des États-Unis, Justin Trudeau, qui accuse Vladimir Poutine de crimes de guerre et qui estime qu'il fait honte à la mémoire des millions de Russes qui ont lutté pendant la Seconde Guerre mondiale pour vaincre le fascisme. Quant à Jill Biden, elle est allée à la rencontre de réfugiés installés en Slovaquie avant de traverser la frontière pour rencontrer la femme du président Zelensky. Mais l'actualité est aussi très ensoleillée en ce lundi. Il va faire beau et chaud cette semaine. Voilà qui donne le sourire à beaucoup de Belges en ces temps moroses. La preuve autour de vous. Nina Zanata, la pause au soleil, voire même sur l'eau, est plutôt appréciée visiblement dans la région montoise. Oui, je suis bien installée, comme vous pouvez le voir. De l'eau, du soleil, du vent. Parfait pour tester un sport nautique. C'est ce qui a attiré notre attention ce matin ici, le long du large à Mons. Il y avait une quarantaine de jeunes sur des paddles. Alors le paddle, c'est cette planche sur laquelle on pagaie avec une rame évidemment. Ces jeunes, ils viennent des écoles de Waregem en Flandre et ce matin, ils ont eu l'occasion de piquer une tête Il fallait être audacieux parce que l'eau est à 16 degrés quand même et donc ils ont essayé le paddle. Alors verdict, je vous propose de les écouter. Het is de eerste keer en het is wel wennen, maar het gaat nog, het is niet heel moeilijk. Het is leuk om te doen, vooral met vrienden. Met vrienden. Dat leuk is met vrienden om te doen. On a des enfants qui sont heureux d'être là, qui découvrent des disciplines qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de faire. On remplit vraiment notre mission de sport pour tous et de découverte de pratiques sportives. Et qui plus est ici, différent de ce qu'on peut faire dans le milieu scolaire, ce qui est une excellente chose évidemment. Et avec le beau temps, ils ont plutôt l'air enthousiastes. Ah plutôt oui, on l'est tous d'ailleurs je pense. Voilà, des interviews de Nina Zanata. Merci beaucoup Nina. Du beau temps, oui, mais pas de pluie. Et cela ne fait pas les affaires de tout le monde. On pense notamment aux agriculteurs. Sofia Kotsoglou, ils ont besoin d'eau pour leur culture. Et ils craignent en plus une sécheresse plus importante cet été. Ben oui, ça fait 8 semaines qu'il n'y a pas eu de précipitations. On ne parle pas ici de quelques gouttes de pluie, mais de réelles précipitations qui vont véritablement irriguer les sols en profondeur. Et c'est là tout le problème. Pas de pluie, ça veut dire des sols secs en surface, mais secs aussi en profondeur. Regardez ce champ de petits pois où je me trouve. Eh bien, ces graines ont été semées il y a une dizaine de jours et toujours rien. Elles n'ont toujours pas germé, ce qui pose réellement problème. Mathieu Verkreuz, vous êtes agriculteur ici à Lens dans le Hainaut et ces graines qui ne germent pas, ça commence à vous inquiéter. Effectivement, pour ce champ de pois en particulier, et ainsi que pour d'autres cultures récemment implantées, à savoir les carottes, les maïs dernièrement mis. Et ça a aussi un impact sur les plantes qui ont déjà été semées plus tôt, par exemple le blé. Le blé est occupé actuellement de faire ses épis.
Et sans eau, ça fait un épi pas très bien rempli. Donc les rendements de cet été seront probablement un peu en deçà de la moyenne. Alors, et en plus, on annonce là 10 jours de plein soleil, pas une seule goutte de pluie, ce qui ne vous rassure pas. Effectivement, ça nous inquiète, mais bon, on ne peut prendre que notre mal en patience. Et on espère que la nature nous donnera ce dont on a besoin d'ici quelques jours. Voilà, donc on compte sur la nature pour éviter une sécheresse, parce qu'on tient quand même à notre plat de petits pois carottes l'hiver prochain. Oui, c'est vrai que ça serait bien. Merci Sophia, merci à votre invité. À suivre dans quelques instants, les messages de BeAlert qui s'afficheront désormais sur la voie publique. Le but est de toucher davantage de monde en cas d'alerte. Quelques 150 000 tonnes de boue et de terre polluée devraient bientôt être stockées sur une portion d'autoroute inutilisée. C'est encore la conséquence des inondations de l'été dernier. On va rejoindre Benjamin Verporten sur place. Recenser les boîtes d'essers qui sont tombées, c'est un travail utile qui permet notamment d'organiser la saison de la chasse. Quelques changements donc en vue pour le système BeAlert. Les messages seront toujours diffusés par SMS, mais aussi via des panneaux d'affichage qui se trouvent sur l'espace public. C'est un système qui vise donc à toucher plus de monde et qui vient d'être lancé à Waterloo. Le reportage et les explications de Benjamin Carlier, Gilles Larondel et Arnaud Hyperciel. Des messages d'alerte qui s'affichent à l'entrée de votre piscine publique ou encore de votre galerie commerciale. C'est la nouvelle fonctionnalité que propose BeAlert, le système mis en place par le gouvernement pour prévenir la population en cas de danger. Désormais, les communes peuvent afficher ce genre de messages automatiquement sur leurs écrans d'information. Les gens sont noyés par l'information et donc à un moment donné, si on veut être sûr que l'information soit bien perçue, reçue, il est important de varier, de diversifier. Donc ces panneaux placés à des endroits stratégiques de la commune vont permettre, on l'espère, de capter l'attention de la population. Car même si vous n'avez peut-être jamais reçu de message d'alerte sur votre téléphone portable, depuis sa création en 2017, BeAlert a déjà été activé à de nombreuses reprises, notamment l'été dernier. Il y a déjà 650 messages qui ont été, ou projets qui ont été envoyés aux citoyens, également lors des inondations récentes de la mi-juillet l'année dernière. Si aujourd'hui seul Waterloo a déjà adopté ce nouveau système, demain BeAlert pourra être activé sur toute une série de supports pour prévenir un maximum de personnes différentes. Pensons aux panneaux sur les autoroutes, pensons aux ordinateurs de bord dans les voitures, pensons à des apps, à des sites web. Donc c'est vraiment toutes ces possibilités qu'on va pouvoir rajouter dans la boîte à outils BeAlert et qui sera à disposition des autorités lorsqu'elles veulent envoyer un message à la population. Pour ce retraité déjà inscrit au système d'alerte par SMS, multiplier les canaux d'information de la population en cas de danger, c'est primordial. Parfait, c'est très bien, parce qu'il y en a peu qui s'amusent, ils effacent, ils ne font pas attention à ce que... Voilà. Donc je crois que c'est très bien. Mais ce matin à Waterloo, on ne peut pas encore dire que beaucoup de passants s'arrêtaient pour lire attentivement ce message de test de l'alerte. Les traces d'une catastrophe, les boues dégagées des sites inondés l'été dernier vont être stockées sur l'A601. Cette ancienne autoroute avait déjà accueilli des tonnes de gravats. Ils ont pu être traités et dégagés. Benjamin Verporten, ils vont donc laisser la place maintenant à des tonnes de terre et de boue. Oui, à 150 000 tonnes de terre et de boue. C'est presque autant que tous les déchets qu'on a sortis des zones sinistrées au lendemain des inondations. Alors, il y a déjà une petite partie de ces terres qui sont entreposées ici. Et vous le voyez, ça occupe tout de même 600 mètres derrière nous de cette autoroute abandonnée. Et c'est pareil derrière notre collègue Pierre-Louis Puissant. Des terres qui doivent être traitées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas saines, vous le voyez. Il y a des métaux, il y a du plastique, des pneus, il y a aussi des déchets verts et énormément de grosses pierres. Il faut séparer tout cela de la terre pour pouvoir finalement recycler une terre qui parfois aussi a été touchée par des hydrocarbures. La SPAC aimerait faire finalement ce passage au crible sur cette autoroute, sur ce site. Elle attend l'autorisation du SPW, mais si l'autorisation arrive, ça se fera ici. Pourquoi ? Parce que ce site, il est idéal. Je vous propose à ce sujet d'écouter Caroline Charlier. Elle est la porte-parole de la SPAC. Comme c'est une ancienne autoroute, vous avez une surface en béton qui permet d'éviter la prolifération des pollutions s'il y en a dans les sols. En plus de ça, il y a peu, voire pas du tout de riverains. Et alors ensuite, ce qu'il y a, ce sont les terres aussi qui n'émettent pas d'odeur, ça n'attire pas les rongeurs, les oiseaux. Donc voilà, ça aussi, c'est pas trop embêtant, ça n'a pas trop d'impact pour le voisinage. Et la dernière chose, c'est que nous avons mesuré, nous, le bruit que fait la cribleuse et ça ne va pas excéder le bruit que fait déjà l'autoroute.
Et on le voit, près d'un an après, il y a encore toujours des conséquences de ces inondations sur le terrain. Merci beaucoup, Benjamin Verpoorten, pour ces précisions. Voilà qui termine ce JT. Merci en tout cas de vous informer avec la RTBF. Place à la météo du jour avec Daniela Prepeliuk et puis à l'émission Affaires conclues. Bel après-midi et à demain 13h.